retour sur Radio Mali à Bamako. Il est 13h, 15h à Kigali au Rwanda et 21h à Bali, c'est en Indonésie. Le journal Ibrahima Traoré. Bienvenue dans ce 13h dimanche que j'ai le plaisir de vous présenter avec à la une Bamako et Kigali qui travaillent au renforcement de leurs relations bilatérales. C'est à la faveur de la première grande commission mixte Mali-Rwanda. Les experts des deux pays sont réunis depuis hier pour préparer la session ministérielle prévue demain lundi. Notre envoyé spécial Mohamed Diarra est dans la capitale rwandaise. Il sera en direct dans cette édition dès le début de ce journal. Nous irons également à Bali, en Indonésie, pour faire le point de la participation malienne au 10e Forum mondial de l'eau. Nous serons en ligne avec notre envoyé spécial Khadijatou Konim et le directeur national de l'hydraulique, l'invité de ce 13h dimanche. À suivre également le point complet de l'actualité sur le continent et dans le reste du monde. Ce sera dans le tour d'horizon de l'actualité internationale avec Bourama Traoré. Et puis, le journal des sports, ce sera dans une vingtaine de minutes avec vous. Famourou Djourté, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors, quel est le menu de cette page des sports ce dimanche? À la une de l'actualité de ce 13h dimanche, l'actualité sportive bien sûr, la 10e édition du Tour cycliste du Mali qui prendra fin tout à l'heure sur le boulevard de l'Indépendance. Il y aura également au menu le football et le basketball. L'actualité des sports, donc à ne pas manquer avec Famourou Djourté. La chronique en santé de ce dimanche porte sur la drogue et ses effets néfastes sur la santé des consommateurs. Rendez-vous en fin de journal avec Koumba Sissé. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement, tout de suite les détails. Direction Kigali, la capitale rwandaise qui abrite les travaux de la première grande commission mixte Mali-Rwanda. La session ministérielle est prévue pour ce lundi, à l'issue de laquelle plusieurs projets d'accord seront signés pour le raffermissement de l'axe Bamako-Kigali au grand bonheur des deux peuples. Mais déjà, ce sont les experts qui balisent le terrain depuis hier, des travaux qui sont suivis par notre envoyé spécial Mohamed Diarra en direct avec nous de Kigali. Bonjour Mohamed Diarra. Oui, bonjour Ibrahim Traoré, bonjour à tous. Alors, à quoi doit-on s'attendre à l'issue de ces travaux des experts maliens et rwandais? Oui, nous sommes présentement au centre de conférence de Kigali où les experts maliens et rwandais poursuivent les travaux, vous l'avez dit, afin de parvenir très vite à des recommandations qui seront soumises à la réunion ministérielle ce lundi. Cette session inaugurale de la grande commission mixte Mali-Rwanda aborde des questions d'intérêt commun comme la défense et la sécurité. Sur ce point, les avancées notoires sont enregistrées. Vous vous rappelez certainement de la récente visite du chef d'état-major général des armées, le général de division Bargara, qui avait rencontré ses homologues pour discuter d'éventuels cadres de coopération. Dans l'agenda des travaux de cette session, il y a aussi des questions relatives à l'enquête judiciaire, les échanges commerciaux à travers la zone de libre-échange dont le Rwanda constitue un modèle. Bref, beaucoup d'accords et de conventions seront signés ce lundi par les différents partis. Une façon de traduire en action concrète la vision des chefs d'État maliens et rwandais. Alors, Mohamed Diarra, la coopération entre les deux pays avait connu un temps de flottement. Il a fallu attendre la décennie récente pour le déclic. Et quelle explication peut-on donner à ce nouveau partenariat Mali-Rwanda? Oui, il y a de cela une dizaine d'années, vous l'avez dit, le Mali et le Rwanda ont engagé à insuffler une dynamique nouvelle à leur coopération. La preuve, la visite du président Paul Kagame au Mali en 2015 et en 2017. Et le Mali qui a retourné l'ascenseur la même année en février 2017 par l'ouverture d'une ambassade au pays des 1000 collines. Et c'est précisément le 19 septembre 2019 que cette coopération prend son envol. Le 19 septembre 2023, à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, les ministres en charge des affaires étrangères du Mali et du Rwanda signaient des accords portant création de la Grande Commission de coopération, l'accord cadre de coopération et du mémorandum d'entente relatif aux consultations politiques. Cette commission mixte permettra donc de renforcer le cadre juridique et le partenariat stratégique entre le Mali et le Rwanda. Ibrahim Traoré. Merci beaucoup Mohamed Diarra. Je rappelle que vous étiez en direct de la capitale rwandaise où on vous suivait pour Radio Mali, pour l'ORTM, donc les travaux de la première grande commission mixte Mali
Rwanda. Et la session ministérielle est prévue pour demain lundi, à l'issue donc de laquelle, nous l'avons dit, plusieurs projets d'accord seront signés pour le raffermissement donc de l'axe à Bamako, à Kigali. De Kigali, rendons-nous à Bali, c'est en Indonésie où le Forum mondial de l'eau vient de fermer ses portes. Le Mali y était fortement représenté avec une délégation conduite par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. La rencontre a pris fin avec une série de recommandations et décisions visant à faciliter l'accès à l'eau potable aux populations. En ligne de Bali, notre envoyé spécial Khadijatou Kone, bonjour. Que doit-on retenir de ce 10e forum de l'eau? Oui, bonjour Ibrahima Traoré, j'allais dire bonsoir puisqu'il est 21h ici à Bali. Vous l'avez dit, le 10e forum mondial de l'eau s'est achevé à Bali avec une note d'espoir et de satisfaction. Alors pourquoi? Parce que les délégués venus du monde entier, dont le Mali, avec une forte délégation, se sont entendus sur la nécessité de renforcer la synergie et la collaboration entre les parties prenantes pour répondre aux problèmes liés à l'eau et l'assainissement. Un appel dit de Bali a été lancé ici dans ce sens pour attirer l'attention de l'ensemble des acteurs sur l'importance et même l'urgence de faire face à la situation de l'eau dans nos pays. Plus de 2 milliards de personnes, oui Ibrahima Traoré, 2 milliards de personnes n'ont pas encore accès à l'eau potable, développe ce forum. Cette rencontre était aussi un cadre idéal pour les pays de présenter les efforts consentis et les projets à améliorer au profit des communautés. Occasion pour le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable d'exposer aux partenaires de nombreuses actions en cours ou à venir au Mali. Ce sont de vastes projets contenus dans la politique nationale de l'eau qui visent essentiellement à faciliter l'accès à l'eau potable à l'ensemble des Maliens et sur tout le territoire national. À cela s'ajoutent les œuvres sociales du président de la transition qui a construit à ce jour près de 400 forages à travers le pays pour consolider les acquis et améliorer la qualité de l'eau. Le ministre Samake compte sur l'appui des bailleurs. Il en a rencontré beaucoup ici à Bali qui se sont engagés à soutenir notre pays. Il s'agit notamment de la Banque mondiale et de la BAD. En somme, cet événement qui se tient tous les 3 ans a permis de favoriser véritablement le partage des connaissances, l'échange de pratiques et d'expériences, la mise en réseau et la création de partenariats en vue de faire progresser l'action collective face aux défis liés à l'eau. Le 11e Forum mondial de l'eau se tiendra à Riyad, en Arabie Saoudite, et en 2027. Ibrahim Traoré. Merci. Khadijatou Kone depuis Bali en Indonésie, d'où nous avons également l'invité de ce 13h dimanche, M. Sekou Diarra, il est directeur national de l'hydraulique. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Alors, quel bilan faites-vous de la participation du Mali à ce 10e Forum mondial de l'eau? Merci, M. Traoré. Je salue tous les auditeurs de la radio nationale. Le bilan, il est très satisfaisant. D'abord, sur le plan de l'organisation, nous avons vu une organisation impeccable. Nous avons été bien accueillis durant tous les séjours. On a été bien entretenus, rien n'a manqué. Et donc, sur le plan général du Forum mondial de l'eau, il y a eu 160 pays qui ont été représentés et il y a eu 20 000 participants. Et donc, nous avons enregistré aussi 279 sessions auxquelles nous avons participé à beaucoup de sessions. Alors donc, c'est pour vous dire combien de fois le forum a été animé par vraiment beaucoup de pays du monde entier. Et donc, au-delà de cette animation, alors sur le plan des annonces, nous avons eu de bonnes annonces, de grands engagements, notamment de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, de l'initiative SOA. Aussi, nous avons eu des rencontres bilatérales, notamment avec la République du Maroc, la République du Nigeria, la République indonésienne bien entendu, aussi la République du Sénégal. Et donc à ce niveau, on a eu à mettre en place déjà beaucoup de cadres de collaboration qui seront soutenus après ce forum et qui vont aboutir à de très bonnes perspectives. Nous avons aussi participé à beaucoup de sessions auxquelles on a eu à recevoir beaucoup d'informations, beaucoup d'enseignements, beaucoup d'expériences. Nous avons aussi eu à donner des expériences maliennes, des vécus que nous avons du Mali, des bonnes expériences ont été aussi partagées au cours de ces sessions qui ont été organisées sur beaucoup de thématiques, notamment l'épineuse question de l'approvisionnement de nos populations, la gestion des ressources en eau, la gestion des ressources souterraines,
la gestion transfrontalière des ressources en eau que nous partageons avec les autres pays, les difficultés liées à la mobilisation des financements et la question aussi liée à la qualité des eaux. Et aussi, nous avons échangé sur les dispositions à prendre par rapport à l'atteinte des ODD qui sont les objectifs de développement durable, l'ODD 6 qui concerne l'eau et l'assainissement. Très bien. Vous avez parlé Oui. tout à l'heure des engagements des partenaires. Et qu'est-ce qu'ils promettent concrètement? Oui, les partenaires promettent effectivement de soutenir et d'accompagner le Mali dans ses priorités par rapport à l'eau et l'assainissement. Alors nous avons des priorités, nous avons des difficultés pour donner de l'eau potable, pour faire face aux problèmes liés à l'assainissement du Mali. Et donc, sur ces questions, les partenaires se sont prononcés, les partenaires se sont engagés à accompagner efficacement le Mali dans cette voie. Et quel mécanisme de suivi avez-vous ou allez-vous mettre en place pour concrétiser justement ces promesses des bailleurs de fonds? Déjà, l'essentiel de ces bailleurs de fonds ont leur démembrement au Mali. Donc, à notre retour au Mali, avec ces démembrements qui sont très actifs au Mali, nous allons mettre en place un mécanisme avec ces démembrements de manière à ce qu'on puisse suivre et mettre en œuvre ces différents engagements. La Banque mondiale, le groupe de la Banque africaine, toutes ces organisations sont vraiment représentées au Mali avec lesquelles nous avons de bons rapports. Vous avez évoqué tout à l'heure les priorités de notre pays. Et quels sont les projets prioritaires pour le Mali présentés aux partenaires techniques et financiers à Bali ou en Indonésie? Les projets prioritaires sont essentiellement des projets structurants. Il s'agit notamment des projets d'approvisionnement en eau potable des populations maliennes, donc des grands centres, notamment Bamako, Taï, Koulikoro, Sigassou, Ségou, Gao, Tombouctou. Toutes les grandes villes du Mali étaient concernées par les grandes priorités, les grands projets qu'on a amenés. Aussi, nous avons des grands projets concernant le monde rural et semi-urbain. Alors, il faut savoir qu'au Mali, 71% des populations ont accès à l'eau. Ça veut dire qu'il y a au moins 7 à 8 millions de Maliens qui n'ont pas encore accès à l'eau potable de façon adéquate au milieu rural et semi-urbain. Alors, cette frange de notre population faisait partie des grands projets que nous avons amenés. Sur le plan de l'assainissement également, on avait des grands projets concernant l'assainissement, notamment les grands collecteurs de Bamako, les grands caniveaux, concernant l'assainissement pluvial. Aussi, nous avons amené des projets par rapport à l'assainissement des déchets solides. Et donc, à ce niveau aussi, le besoin est énorme parce qu'au Mali, l'assainissement de base, le taux actuel est autour de 45%. Donc, à ce niveau, il y a des grands travaux, des grandes initiatives et des grandes choses à faire. Et on avait dans nos valises des grands projets structurants concernant ces différents secteurs. Alors, monsieur le directeur, nous savons que la délégation malienne est conduite par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Il s'est adressé aux participants pour livrer le message du Mali. Sur quoi a-t-il insisté? Le ministre du Mali, que je salue d'ailleurs, il s'agit notamment du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, qui a été très dynamique, très pragmatique et qui a valablement conduit la délégation malienne au cours de ce forum. Alors, au cours de son adresse au niveau de la tribune, il a surtout parlé du Mali, des priorités du Mali, de la situation du Mali. Il a parlé effectivement des avancées sur le plan politique et institutionnel du Mali. Et aussi, il a réitéré la priorité du Mali par rapport à tous les partenaires techniques et financiers qui souhaiteraient en tout cas collaborer avec le Mali en rappelant effectivement les trois principes édictés par le président de la transition. Alors c'est aussi l'occasion pour moi de remercier tout le gouvernement, le président de la transition et le ministre en charge de l'eau, notamment Mme Bintou Camara, qui a bien voulu accepter et organiser cette mission à Bali pour qu'une délégation malienne puisse participer à ce forum mondial de l'eau. Monsieur Sékou Diarra, je rappelle que vous êtes directeur national de l'hydraulique et que vous étiez en ligne de Bali en Indonésie. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Les brèves internationales à présent, oui. Le tour d'horizon de l'actualité internationale, c'est avec vous, Bourama Traoré. Bonjour. Bonjour, Ibrahima Traoré. Au Burkina Faso, les assises nationales adoptent une nouvelle charte qui prolonge la transition de 5 ans à partir du
2 juillet prochain. Oui, des élections marquant la fin de cette période pourront néanmoins être organisées avant cette échéance si la situation sécuritaire le permet, précise le document. Les chefs de l'État, les premiers ministres et les présidents de l'Assemblée législative de transition pourront être candidats aux élections présidentielles, législatives et municipales. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a bouclé hier une visite d'amitié et de travail de 2 jours en Guinée. Il a été reçu par son homologue guinéen, le général Mamadi Doumbouya. Les deux chefs d'État se sont félicités des entretiens fraternels fructueux qui se sont déroulés. Ils ont mis un accent particulier sur la promotion du panafricanisme et de l'intégration sous-régionale. Au Comores, le président Azali Assoumani sera investi ce dimanche pour un nouveau mandat de 5 ans. Il a été réélu le 14 janvier dernier dès le premier tour avec 57% des voix. Le président Azali Assoumani sera investi devant 11 000 personnes et 7 chefs d'État africains au stade de Malouzini. Cette cérémonie est placée sous haute surveillance. Près de 1000 agents des forces de l'ordre sont déployés. En Tunisie, un remaniement qui a pris tout le monde de court. Les nouveaux ministres à peine désignés ont prêté serment aussitôt dans la nuit. Les Tunisiens se sont donc réveillés avec de nouveaux ministres. Le président Kaïs Saïd a mis fin aux fonctions de Kamel Feki et Malek Zaï, respectivement ministre de l'Intérieur et des Affaires sociales. C'est donc hier samedi, aux environs de 23h, que la présidence a annoncé qu'ils avaient été remplacés. Et les nouveaux ministres, vous l'avez dit, ont prêté serment la même nuit. Haïti dans l'actualité avec une équipe de policiers kenyans envoyée en mission de reconnaissance qui préconise un report du déploiement de la force multinationale anti-gang. Le président kenyan William Ruto a confirmé que le déploiement prévu avait été retardé de 3 semaines pour des raisons logistiques. Cette mission soutenue par l'ONU doit épauler la police haïtienne dans la lutte contre les gangs qui terrorisent la population et contrôlent en grande partie la capitale Port-au-Prince. En Inde, pour terminer ce tour d'horizon de l'actualité internationale, un incendie dans un parc d'attractions a causé 27 morts, dont 4 enfants. Les 4 enfants décédés étaient tous âgés de moins de 12 ans selon la police. Les personnes décédées ont été piégées par l'effondrement d'une structure temporaire près de l'entrée qui a rendu l'évacuation difficile, a expliqué un pompier. Le premier ministre indien Narendra Modi s'est dit extrêmement bouleversé dans un message posté sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Bourama Traoré pour ce tour d'horizon de l'actualité internationale qui nous conduit cette fois-ci aux États-Unis, où lors de la convention des libertariens, l'ancien président Donald Trump s'est engagé à mettre fin au conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie en cas de sa réélection à la tête du pays. Lassina Keita, quelle solution Donald Trump propose pour la fin de ce conflit? L'ancien président américain a pris la parole devant un public qui lui était partiellement hostile en faisant cette déclaration surprenante, je cite. Avant même de retourner au bureau ovale, après avoir remporté l'élection présidentielle, je parviendrai à mettre fin à la terrible guerre entre la Russie et l'Ukraine afin que nous arrêtions de dépenser des centaines de millions de dollars dans les conflits des autres et que nous sauvions des milliers et des milliers de vies. Fin de citation. Ibrahima Traoré. Pour la réalisation de cet engagement, selon Washington Post, la proposition de Trump consiste à pousser l'Ukraine à céder la Crimée et la région frontalière de Donbass à la Russie. Cela dans le cadre d'un accord de paix. Il s'est aussi engagé à libérer Ross Ulbright, créateur du site Silk Road, arrêté en 2015 après avoir vendu 200 millions de dollars de drogue, dont du LSD, de la cocaïne et l'héroïne. Une grâce réclamée par les libertariens au nom de la liberté du marché. Ibrahima Traoré, vous avez demandé s'il faut croire à la dynamique de l'ancien président américain. En tout cas, les libertariens farouches opposants à l'interventionnisme de l'État fédéral américain, qu'ils soient conservateurs ou progressistes, sont divisés sur le soutien à Donald Trump car son discours entre huées et applaudissements a été émaillé d'incidents. Ce n'est pas la première fois que le rival de Joe Biden s'est dit capable de changer la donne en Ukraine d'un claquement de doigts sans préciser comment il comptait agir. Trump contraindra-t-il l'Ukraine à abandonner ses prétentions territoriales? Pour le moment, il est le seul à connaître les tenants et les aboutissants de sa stratégie. Retour à l'actualité nationale. Plus de 300 000 personnes bénéficient du projet d'appui au développement de l'élevage au Mali, PADEL-M. Le ministre de l'élevage et de la pêche a pu constater les effets sur le terrain. Lors d'une visite entamée hier samedi, Youbaba s'est rendu respectivement dans les fermes de 4 bénéficiaires dans les régions de Koulikoro et de Ségou. Un déplacement suivi par nos envoyés spéciaux Seydou Traoré et Abdoul Salam Bambara.
Le périple ministériel a débuté par la visite de la société coopérative Banya Yiriwaton à Kassela. Cette coopérative spécialisée dans la collecte et la vente de lait a une capacité de production journalière de 3500 litres. Bénéficiaire du financement du projet PADEL-M, la coopérative est confrontée à une mévente. Toujours à Kassela, le ministre et sa délégation se sont rendus à la ferme de Omar Diallo. M. Diallo a bénéficié d'une formation en champ-école et d'un financement de ses activités dans le cadre du projet PADEL-M. Selon lui, son exploitation a connu une croissance remarquable. Grâce au ministère de l'élevage et le projet PADEL, j'ai eu un hangar et beaucoup d'autres appuis. Je salue les responsables du projet car j'ai bénéficié de la formation, de la subvention qui ont permis d'améliorer mes capacités de production. À Ségou, Suleiman Traoré, bénéficiaire du projet à Banankoro, exprime sa satisfaction quant à l'accompagnement reçu de la part du PADEL-M avec un investissement de 170 millions de francs CFA. Nous sommes à notre première rotation avec 100 têtes. À terme, c'est pour aller à 1000 têtes par rotation. Donc déjà à 100 têtes, nous sommes sûrs de rembourser la banque dans l'intervalle de 2 ans et demi. Le ministre, visiblement satisfait de ce qu'il a vu, a tenu à féliciter l'équipe de PADEL-M pour les résultats remarquables obtenus. Il a également réitéré l'engagement du gouvernement à poursuivre son soutien au secteur de l'élevage, pilier essentiel de l'économie malienne. Youbaba, ministre de l'élevage et de la pêche. Nous avons vu des acteurs très engagés à Kassela et cet après-midi à Ségou. Au niveau de Kassela, nous avons vu une prouesse. C'est la prouesse depuis qu'on a commencé à aller dans les différentes régions. Le record était au niveau de Koutiala. Aujourd'hui, c'est Kassela, 35 litres par 24 heures. On dit à la région de Ségou, bon courage, et on dit aussi aux techniciens qui sont au niveau du PADEL de réfléchir encore sur les voies et moyens pour intensifier ce qui a été fait de 2018 à 2024. Boubacar Diallo, membre du Conseil national de la transition. Ce qui est plus important pour nous, c'est d'abord l'engagement et la détermination de ces jeunes à prendre en main leur destin. On a vu des jeunes qui ont laissé d'autres activités pour venir s'occuper de l'élevage. Le projet PADEL-M prend fin officiellement en juin prochain. Ségou, Seydou Traoré et Abdul Salam Bambara pour l'ORTM. Le journal des sports, c'est une affaire de Famourou Djourté en direct dans ce studio bien installé. Très bien, Ibrahima Traoré. On commence avec du cyclisme. La 10e édition du Tour du Mali prend fin ce dimanche, ici même à Bamako. Oui, 145 km, c'est la distance à parcourir lors de la 6e et dernière étape. Les coureurs ont quitté Fana ce matin à 9h28 pour Bamako. Arrivés dans la capitale, ils vont faire 6 tours entre Koulouba et le boulevard de l'Indépendance. Le maillot jaune, toujours en possession du Burkinabé Ilboundo Mahamadi, est à 41 secondes de Tchemogo Diallo du Mali, 51 secondes de Yaya Diallo, le capitaine du Mali, 1 minute 2 secondes du Maroc et à 1 minute 5 secondes de la Côte d'Ivoire. Lors de la 5e et avant-dernière étape courue ce samedi à Ségou en circuit fermé, Vincent Mouni, un cycliste burkinabé, a remporté l'étape en 3h06 minutes 57 secondes devant le Marocain Raïl Zouer et le capitaine de l'équipe nationale du Mali, Yaya Diallo. Au moment où on parle, les coureurs sont en train de courir les 6 tours entre le boulevard de l'Indépendance et Koulouba. Et un tour suivi par Mohamed Nama Keïta, bien sûr. En football, Eric Chekouchel, le sélectionneur national, a dévoilé hier samedi la liste des joueurs convoqués pour les 2 prochaines journées des éliminatoires du Mondial 2026. Oui, c'était ce samedi 25 mai 2024 au siège de la FEMAFOOT. La presse a été informée de la liste des 28 joueurs convoqués, dont 2 locaux. Par ailleurs, 2 nouveaux joueurs font leur apparition, Salim Moudjakité de Palerme en Italie et Mamadou Camara de Quevilly-Rouen Métropole en France. Le Mali joue contre le Ghana jeudi 6 juin 2024 au stade du 26 mars. Ensuite, les Aigles du Mali effectueront le déplacement en Afrique du Sud le 11 juin pour affronter Madagascar. À la lecture de la liste, presque tous les cadres sont là. On note tout de même l'absence d'Yves Bissouma, blessé, du capitaine Amari Traoré, suspendu, et de Massadio Aïdara, qui est en froid avec le sélectionneur depuis la publication de la liste CAN 2023. La 30e et dernière journée du championnat national de Ligue 1 démarre cet après-midi. 5 matchs sont au programme ce dimanche, dont
ATS de Koro contre l'AS Police. Cette rencontre est la seule avec un enjeu majeur. Les deux clubs luttent pour se maintenir en Ligue 1. L'AS Police occupe la place du premier non relégable avec 32 points. ATS de Koro est le premier relégable avec 30 points. Le duel de cet après-midi entre les deux équipes sera décisif. Un match nul permettra à l'AS Police de rester dans l'élite du football malien, tandis que son adversaire du jour, ATS de Koro, est contraint de gagner pour avoir son maintien. ATS de Koro, AS Police, coup d'envoi 16h30 au complexe sportif Karunga Keita, fief du Djoluba Athletic Club de Bamako. Sur le continent, nous avons suivi un beau match hier avec Al Ahly d'Égypte qui a remporté la Ligue des champions de la CAF pour la 12e fois de son histoire. Oui, Al Ahly d'Égypte, de l'international malien Aliou Dieng, blessé, a remporté son 12e sacre, vous l'avez dit, en battant en finale de la Ligue des champions de la CAF l'Espérance sportive de Tunis sur le score d'1-0. Un but inscrit par Roger Aoulou contre son camp. En remportant la Ligue des champions de la CAF, Al Ahly du Caire a validé par la même occasion sa qualification pour la Coupe intercontinentale 2024, nouveau tournoi organisé par la FIFA en raison de l'absence de la Coupe du monde des clubs jusqu'en 2025. Et terminons ce journal des sports avec la 11e journée du championnat national de basketball qui a pris fin hier samedi. 4 matchs étaient au programme. Oui, chez les messieurs, l'USFAS a battu le centre de référence de basketball de Tombouctou 89-84. L'AS Hiral a gagné contre le Sigi de Kaye 71-58. Sur le tableau féminin, l'AS Police s'est imposé 66-61 devant Calaban Sport Club. Le match USFAS Djoluba AC a tourné à l'avantage des USFASiennes 87-79. En ouverture vendredi, sur le tableau masculin, l'AS Police s'est incliné devant Tar Club de Kidal 79-65. Le Stade Malien de Bamako a dominé l'AS Commune 1 par 89-79. Du côté des dames, l'AS Hiral a pris le meilleur sur le centre Bintou Dambélé de Koulikoro 79-45. Le Stade Malien de Bamako a battu l'AS Mandé 108-53. Merci beaucoup, Vamourou Djourté, pour toutes ces informations sportives. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Inch'Allah. Inch'Allah. Focus Santé. La chronique santé de ce dimanche. Dans la chronique santé de ce dimanche, il est question de la drogue et ses effets néfastes sur la santé des consommateurs. Le cannabis ou encore le tramadol sont quelques substances les plus utilisées au Mali et causent des troubles psychologiques et comportementaux. La situation inquiète dans notre pays car la couche juvénile, surtout les filles, sont les plus touchées par le fléau. Focus Santé est une réalisation de Koumba Sissé. La consommation de la drogue prend de l'ampleur au Mali. Très généralement, les gens qui s'adonnent à la pratique évoquent diverses raisons, le plaisir, le désespoir, l'anxiété ou la curiosité. Ils pensent trouver des solutions à leurs problèmes ou les oublier en consommant la drogue. Colonel Ismaïla Magalou, médecin militaire, secrétaire permanent de la mission interministérielle de coordination de la lutte contre la drogue. De façon générale, les drogues, on peut les classifier au jour d'aujourd'hui en 3 grandes catégories, selon leurs effets. Il peut y avoir les stimulants, il peut y avoir les dépresseurs, il peut y avoir aussi les perturbateurs, souvent qu'on peut appeler les hallucinogènes. C'est le cannabis qui est la drogue la plus consommée au Mali. Nous voyons de plus d'autres drogues synthétiques, notamment le tramadol et d'autres drogues, que ce soit du registre de l'héroïne ou de la cocaïne. Au Mali, la situation est alarmante car en plus des adultes et des jeunes, les adolescents se sont aussi lancés dans la danse. Ce qui est encore inquiétant, c'est que le phénomène touche les jeunes filles. Colonel Ismaïla Makalou. Au niveau de ma structure, déjà en consultation, nous voyons pas mal de jeunes. Déjà, c'est très inquiétant. Et les gens aussi que nous recevons aussi dans le cadre de l'hospitalisation aussi, vous voyez, à ces jours, j'ai plus de 50-60 patients, dont plus de 40 sont là pour être aidés, accompagnés. Vous voyez. Et là, déjà, ce qui est inquiétant aussi, il y a des filles aussi qui font partie de cette tranche d'âge quand même qui est suivie. Et là, auparavant, il y a 1 an, 2 ans, c'était la tranche d'âge 18 ans, 25 ans, mais là, on descend jusqu'à 16-17 ans. Ces substances agissent sur la santé des consommateurs car affectant souvent le cerveau et d'autres organes. Certains consommateurs sont victimes de maladies mentales. Sur le plan physique, quelqu'un qui consomme le cannabis, vous savez, la modalité de consommation du cannabis, c'est fumer. Déjà, c'est les poumons qui vont être affectés. Il y a aussi, c'est-à-dire
les gens qui vont utiliser les modes d'injection, c'est-à-dire c'est bonjour aussi certaines pathologies, le VIH ou même les hépatites. Les gens qui vont s'adonner par rapport au sniff, c'est-à-dire souvent il y a une irritation, c'est-à-dire au niveau nasal, et puis ça peut même entraîner certaines difficultés sur le plan œsophagien. Maintenant, par rapport au risque sanitaire sur le plan psychique, vous savez, la consommation de ces substances, comme je l'ai dit, psychoactives, vont avoir des répercussions sur le cerveau. Forcément, ça peut engendrer des pathologies psychiatriques, c'est-à-dire que ce soit le trouble de l'humeur. L'humeur, c'est ce dispositif affectif de base qui nous donne cette joie, cette douleur. Ça peut perturber, c'est-à-dire la conscience, ça peut engendrer des affections anxieuses, ça peut même entraîner, entre guillemets, la folie. Pour que la prise en charge soit efficace, il faut que le patient accepte de se débarrasser de ces produits, nous confirme le médecin traitant, colonel Ismaïla Makalou. Quelqu'un qui souhaite, c'est-à-dire se détacher de cette conduite additive, nous le proposons, c'est-à-dire en un premier temps, c'est-à-dire s'il est motivé, volontaire et déterminé, un sévrage. Et ce sévrage peut durer quelques semaines, c'est-à-dire un examen 10 à 15 jours, c'est-à-dire pour essayer de l'aider, pour parer aussi au manque, c'est-à-dire il y a une dépendance à la fois physique et psychique. Il faut des molécules pour contrecarrer cela. Et c'est le temps du sévrage qui fera que nous allons accompagner ces patients, c'est-à-dire en les prescrivant des molécules pour qu'ils puissent s'apaiser, qu'ils soient moins agités, qu'ils puissent dormir. En dehors de ce volet, c'est-à-dire de prise en charge médicamenteuse, il y a le volet psychothérapie. Il faudrait, c'est-à-dire discuter avec ces gens, parce que tout consommateur, à 80%, il y a une souffrance en dessous. Essayer de voir un peu qu'est-ce qui l'amène à consommer, discuter avec lui de son projet, c'est-à-dire voir un peu à quoi nous pouvons, c'est-à-dire il peut se projeter pour qu'on puisse l'aider. En dehors de cela, au décours de l'hospitalisation ou au décours, c'est-à-dire de la prise en charge, il faut faire en sorte que ces gens puissent être réinsérés. Renforcer la communication autour de la consommation de la drogue est l'une des activités principales qui contribue à lutter efficacement contre la drogue. C'est pourquoi la mission interministérielle de coordination de la lutte contre la drogue, MILD, et d'autres structures comme l'Office central des stupéfiants, OCS, évoluent dans ce domaine. Focus santé. Une signature de Koumba Sissé retrouvée juste après moi, Bourama Traoré, dans Rétro 7, la rétrospective de l'actualité de la semaine. Bourama Traoré qui assurait justement la coordination éditoriale de ce journal qui s'achève avec à la mise en onde. Bintou Traoré à la mise en ligne, Sekou Traoré, grand merci à Lassina Keita à la réalisation. La grande édition du soir, c'est à 19h30. D'ici là, je vous souhaite de passer de très bons moments de radio en notre compagnie. Au revoir.